Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et bienvenue dans Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société ? Exceptionnellement aujourd'hui, l'émission n'est pas animée par Pierre-Alain Gourion, mais par Annette Aduret, stagiaire à Bubble Art. Bonjour. Et moi-même, Madeleine Pochon. Nous recevons Benjamin Joyeux à Annecy, donc vous entendrez peut-être des bruits d'oiseaux en arrière-plan. Bonjour Benjamin Joyeux. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, essayiste et juriste spécialisé dans le droit de l'environnement et vous vous définissez comme écologiste libertaire, c'est bien ça ? Oui, exactement. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous définir ce que c'est que l'écologie libertaire ? Alors, l'écologie, étymologiquement, c'est écologie, logos, donc la science de la maison. C'est scientifiquement comme ça qu'on définit l'écologie. Mais pour moi, l'écologie, c'est surtout une façon d'être à soi, aux autres et au monde, à la nature qui nous entoure. Pour moi, l'écologie, c'est avant tout ça. Et ensuite, libertaire, pourquoi ? Parce que, personnellement, je pense que ce qui définit chaque être humain, c'est son espace de liberté. C'est quelque chose de très important pour l'être humain, la liberté. Et donc, j'ai horreur de tous les dogmes. Et souvent, on présente les écologistes, notamment, qui défendent la nature comme des gens dogmatiques. Or, moi qui en connais beaucoup, je pense que c'est tout le contraire. C'est au contraire des gens qui sont très ouverts d'esprit. Et justement, comme ils sont ouverts aux autres, à la nature et aux cris de détresse actuels de la nature et des autres espèces, et bien peut-être c'est pour ça aussi qu'ils sont inquiets et non pas parce qu'ils veulent imposer leur mode de vie aux autres. Donc pour moi, l'écologie libertaire, c'est ça, c'est à la fois être très attentif à ce qui nous entoure, les autres et la nature, et en même temps être attentif également à la liberté de chaque être humain. D'accord. Et est-ce que vous vous retrouvez dans l'offre écologique politique qu'il y a actuellement en France notamment ? Ça dépend. Est-ce que je m'y retrouve ? En tout cas, là où je ne m'y retrouve pas, c'est qu'on n'a pas suffisamment de gens écologistes. Beaucoup de gens en parlent, notamment dans les institutions. Aujourd'hui, on a même un gouvernement qui a le mot écologie à la bouche en permanence, mais très peu agissent en faveur de l'écologie. De vrais écologistes, malheureusement, sont des institutions, on n'en a pas suffisamment aujourd'hui. Après, dans ce qu'on appelle l'écologie politique, oui, il y a des partis en France dans lesquels je me retrouve totalement. D'ailleurs, Europe Écologie Les Verts, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts. Même si sur certains aspects, je vais trouver parfois qu'ils ne vont pas assez loin, mais je crois qu'on en parlera plus tard sur la question animaliste notamment. Le problème pour moi aujourd'hui vis-à-vis de l'écologie, c'est pas tant l'offre politique que les débouchés institutionnels qu'elle propose. Je pense que, heureusement depuis les dernières municipales notamment, on a de plus en plus d'écologistes dans les institutions, notamment dans les villes, mais à la tête de l'État, on n'en a pas encore suffisamment par rapport aux enjeux qu'on doit affronter. D'accord. Et selon vous, peut-on allier écologie et développement durable ? Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, le mot développement a une connotation assez problématique puisque qui dit développement comprend l'idée qu'on partirait d'un point A pour aller vers un point B. Or, il y a beaucoup de civilisations avant notre civilisation occidentale et matérialiste qui envisageaient le monde et le temps de façon cyclique. Et donc, pour eux, la question de développement ne se posait pas, c'était plus une question d'harmonie avec la nature. Donc le fait de dire développer, ça sous-entend qu'il y aurait des gens développés et d'autres qui ne sont pas développés, qui sont sous-développés. Et donc pour moi, entre le mot durable, la question de la durabilité et le développement en tant que tel, il y a une contradiction dans les termes. Mais après, ce que je comprends, c'est que depuis les années 70, il y a eu plein de débats dans le droit international, notamment pour faire avancer l'écologie. Et cette idée de développement durable, ça a été un pis-aller, un terme étymologique qui a été trouvé pour concilier la croissance d'une part de l'économie, parce que tous nos modèles économiques actuels global est fondé sur la croissance, avec aussi l'idée de durabilité. Donc on a trouvé ce terme un peu bâtard à mes yeux de développement durable. Mais foncièrement, personnellement, je suis plutôt décroissant, donc c'est pour ça que le développement durable, pour moi, c'est pas une notion opérante en soi. Donc j'imagine que c'est la même chose pour le terme croissance verte. Oui, alors là c'est même encore pire, c'est une contradiction même dans les termes. D'accord. On va continuer notre discussion tranquillement, mais on va commencer par une première pause musicale. On va écouter HK, Danser encore.
Vous écoutez bien Human, nous sommes toujours avec Benjamin Joyeux, Annette Duret et les oiseaux des rues d'Annecy. Nous venons d'écouter Danser encore de HK. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, Benjamin Joyeux? J'adore cette chanson, enfin j'aime beaucoup HK et les Saltimbanques parce que je trouve qu'il reflète souvent l'esprit de l'époque. Et là j'aime beaucoup cette chanson parce qu'après plus d'un an de crise sanitaire, en gros de chape de plomb mis sur la démocratie et les libertés publiques, Danser encore, c'est juste un appel à quand même essayer de garder la niaque, de garder ses convictions, de continuer à se rassembler, à sortir et à vivre et ne pas se laisser un petit peu étouffer par la chape de plomb qui pèse au-dessus de nos têtes. Justement, on parlait de liberté tout à l'heure. En termes de liberté, la période qu'on vient de vivre a été très difficile. Qui aurait imaginé encore en 2019 et au début de l'année 2020 qu'on pourrait collectivement et à l'échelle de la planète vivre ça? Enfin, même moi qui suis écologiste et qui suis inquiet des crises, et notamment des crises sanitaires, et on n'arrête pas d'alerter là-dessus depuis les années 70, je ne pensais pas qu'en 2020, on aurait à l'échelle planétaire à affronter une pandémie comme ça. Donc cette chanson-là, elle est juste pour nous dire que la vie continue, non seulement la vie continue, mais l'engagement continue, et il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas tomber dans une espèce de dépression, dans du repli sur soi, et dans de l'inquiétude par rapport au temps qui vient. Parce qu'on a aussi souvent tendance à présenter l'écologie politique comme quelque chose de plombant et de négatif, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui propose des scénarios de vie qui permettent de se projeter encore dans le futur. Alors que le fait d'être de simples consommateurs et de continuer comme avant, c'est ça en fait qui plombe l'espoir. Et je pense notamment pour les nouvelles générations. Je pense à tous ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Moi, j'aurais vraiment eu du mal à vivre mes 20 ans dans cette période-là, à être enfermé, à pas pouvoir vivre sa vie d'étudiant de façon libre. Parce que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, mais la compensation, c'est qu'on a une super vie avec ses amis, qu'on rencontre plein de gens, qu'on découvre plein de choses. Et là, je pense à toute cette génération qui a vécu enfermée chez elle quand elle a un chez-soi pendant toute cette période. Et voilà, du coup, HK et les Saltimbanques, cette chanson Danser encore, c'est une petite lueur d'espoir dans la grisaille actuelle. Merci beaucoup. On va continuer sur, vous évoquiez vos 20 ans. À quand est-ce que remonte votre intérêt pour l'écologie? Bonne question. J'ai grandi à la campagne, dans un petit village qui était à côté de Poitiers, donc j'ai vraiment vécu toutes mes premières années dans la nature. À l'adolescence, j'étais à Poitiers, qui était une ville quand même pas particulièrement polluée non plus, mais voilà, j'ai toujours eu un rapport avec la nature. Mes grands-parents, de côté maternel comme paternel, vivaient aussi vraiment en symbiose avec la nature. Donc, je sais pas, ça a toujours fait partie de moi, et sans doute dans mes années d'études, à partir de la licence, quand je suis allé à Paris, il y a eu un premier choc évidemment sur la pesanteur urbaine qui a commencé à m'ouvrir l'esprit, et c'est surtout mon premier voyage en Inde en fait. C'est en 2001, mon tout premier voyage en Inde, où là j'ai découvert les monceaux de plastique, ce qu'on me vendait, en fait, ce qu'on nous vendait en 2001, oui, j'avais 21 ans, on nous vendait la mondialisation heureuse, on nous vendait... il y a des cris derrière moi. Oui, il y a un enfant en colère. Ça arrive, oui, je comprends, pauvre chou. Donc on nous vendait la mondialisation heureuse et ce genre de choses, et arrivé en Inde, j'ai vu qu'il y avait un vrai problème. On parlait de développement durable justement tout à l'heure, et j'ai bien vu qu'il y avait un gros problème en matière de développement, et qu'il y avait une sorte d'apocalypse écologique en la matière. Je pense que c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Le premier voyage en Inde qui a été un peu un choc, à la fois très positif sur la découverte de l'Inde et négatif aussi sur la découverte de ce que les économistes appellent les externalités de toutes les pollutions créées par notre mode de vie qui détruisent totalement la nature et la planète. Et c'était un voyage qui était organisé ou que vous avez fait Non, le tout premier, c'était en backpackers avec un pote à l'époque, vraiment de façon complètement improvisée. Et du coup, j'y suis retourné l'année d'après là pour travailler, pour faire mon stage de fin d'études dans le cadre d'une ONG. Et où là, j'ai vraiment découvert du coup la pensée décroissante, découvert le post-développement justement, comme on appelle ça. Des auteurs comme François Partant, qui avait travaillé à la Banque mondiale dans les années 60-70, avant de devenir clairement antiproductiviste, décroissant. Et j'ai surtout découvert la pensée du Mahatma Gandhi et de ses héritiers,
une pensée qui est encore vivante en Inde, même si c'est pas ce qu'on voit beaucoup ici en tant qu'occidentaux, mais là-bas j'ai découvert cette pensée-là qui m'a très fortement marqué. Et c'est comme ça que je suis devenu, en rentrant ensuite en France et à Paris, écologiste. C'est vraiment l'un des gens que j'ai rencontrés là-bas qui m'a ouvert les yeux sur, en gros, sur la mondialisation qu'on nous vendait, le décalage par rapport à la possibilité de se projeter dans le futur. D'accord. Aneta, est-ce que tu as une question ? Est-ce que vous avez une question ? En rapport avec ce qu'on vient de dire, quelles études avez-vous fait ? Si vous dites que vous êtes parti en Inde pour un voyage, enfin la deuxième année pour un projet d'études, c'est ça ? Ouais. C'était dans le cadre d'études, de quelles études ? Alors quand j'étais à Poitiers après le bac, j'ai fait un bac littéraire et j'ai fait des études de droit. Parce qu'à Poitiers, il y a une bonne faculté de droit. Et puis comme je savais pas trop quoi faire, je voulais faire du journalisme, mais j'étais pas sûr. J'ai fait d'abord du droit jusqu'en licence, et puis après en master 1, je suis parti à Paris. Parce que j'ai été pris à la Sorbonne en master de sciences politiques. Et en sciences politiques, je me suis spécialisé en relations internationales. Et mon master 2, je l'ai fait à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, de Pascal Boniface. D'accord. Donc dans le cadre de mon master 2 à l'IRIS, ils nous demandaient de développer un sujet. Et moi, mon sujet, c'était l'impact de la globalisation en Inde. Parce que l'Inde venait de rentrer dans la suite des accords du GATT, qui était devenu l'OMC. Je crois que l'Inde est rentrée dans l'OMC en 2001 ou 2002. L'Organisation mondiale du commerce. Oui, pardon, l'Organisation mondiale du commerce. Et donc je voulais juste, comme l'Inde est une civilisation plurimillénaire, qui est une des plus vieilles civilisations de la planète, je voulais juste étudier un petit peu dans le détail ce que son entrée dans le marché global avait comme impact sur le pays et sur ses habitants, avec une approche spécifique, puisque là-bas j'ai rencontré une... C'est difficile. J'ai rencontré une organisation exceptionnelle qui s'appelait Ekta Parishad, qui s'occupe de petits paysans indiens sans terre. Et c'est en faisant un stage avec eux, justement, que j'ai découvert toutes ces idées de Gandhi, de l'écologie et de tout ça. On va juste expliquer pour nos auditeurs que nous sommes dans une rue piétonne d'Annecy et que nous avons une famille à côté de nous, dont l'un des enfants est en pleine protestation. Je crois que ça implique une glace. Ça a l'air très tendu. On vous tient au courant. D'accord. Aneta, est-ce que tu avais quelques questions à poser ? Oui, j'avais une question. Pourquoi avoir fait le choix de devenir un journaliste indépendant ? Pas vraiment par choix, en fait, plutôt par nécessité, parce que je peux pas. Enfin, on parle beaucoup d'objectivité journalistique. Ça, c'est un marronnier du métier. Et personnellement, je suis militant écolo et je ne peux pas enlever cette casquette. Donc, vous vouliez prendre le parti d'un journalisme engagé dès le départ. Dès le départ, si je faisais du journalisme, c'était pour parler d'écologie et pas pour parler d'autre chose. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout le champ médiatique actuel en France est assez difficile. Ça allait encore à mon époque, au début des années 2000, mais là aujourd'hui, c'est vraiment devenu quasiment impossible. La négociation ne s'améliore pas. On fait une pause, non ? Vous trouvez que le champ médiatique en France s'est dégradé depuis vos 20 ans ? Oui, parce qu'en fait, le processus de concentration entre les mains de quelques milliardaires s'est accentué. Ces quelques milliardaires qui en plus ont tendance à dangereusement dériver vers la droite. Voilà, enfin, je ne vais pas vous parler de la crise des médias peut-être pendant des heures, mais là, par exemple, le fait que Vincent Bolloré soit en train de racheter un certain nombre de médias, c'est très inquiétant. Vincent Bolloré qui, par ailleurs, ne cache pas ses idéaux très à droite, on voit bien la dérive de cette magnifique chaîne d'information de CNews et de ses chroniqueurs actuellement qui, matin, midi et soir, nous parlent d'insécurité, d'immigration et de problèmes de l'islam comme si c'était le problème principal de la France aujourd'hui. Enfin voilà, il y a toute une dérive en fait qui fait que mieux vaut être précaire et pauvre et indépendant que de gagner bien sa vie en tant que journaliste dans un média qui reflète pas forcément ou même pas du tout ses propres idées. D'accord. Et vous avez fait des études donc de droit, comme vous nous disiez au début. Ouais. Vous êtes spécialisé dans le droit de l'environnement. J'aimerais qu'on s'arrête sur deux choses qui me font penser au droit de l'environnement, qui nous ont fait penser à ça.
Tout d'abord, la question du spécisme et de l'antispécisme. Et puis, dans un second temps, ce que le droit peut apporter à l'environnement. Quelles évolutions on peut lui faire subir pour protéger au mieux l'environnement. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir le spécisme ou l'antispécisme? Je ne sais pas dans quel ordre il faut le prendre. Alors, moi, c'est pas un terme dont je suis fan parce que j'aime pas l'anti. C'est comme pendant un moment, j'étais altermondialiste. Quand on disait anti-mondialiste, pour se définir, alors qu'on réclamait une autre mondialisation, j'aimais pas le terme anti-mondialiste qui sous-entendait qu'on voudrait se retirer derrière nos frontières, alors que je me suis toujours considéré comme un citoyen du monde. C'est un peu pareil pour l'antispécisme. Moi, je préfère me définir comme animaliste en fait, militant animaliste en tout cas, pour la reconnaissance des droits des animaux non humains en tout cas. Et en gros, l'antispécisme, c'est le fait de considérer qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre les espèces. Et donc, du coup, le spécisme, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dans lequel on considère que l'être humain, en bon maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, peut faire ce qu'il entend de toutes les autres espèces qui l'entourent, qui sont considérées comme des choses, mais qui ne sont pas considérées comme des sujets de droit. Et en fait, toute cette notion qui a émergé depuis les années 70 de reconnaissance des droits pour les animaux, d'antispécisme, ces notions-là sont émergées avec l'idée que il y a eu un grand combat pour la fin de l'esclavage pour faire reconnaître que, quelle que soit son origine ethnique, sociale, tous les êtres humains étaient égaux. Puis le combat suivant, qui n'est toujours pas gagné aujourd'hui, mais qui est fondamental, a été celui du féminisme, pour reconnaître que les femmes et les hommes devaient être absolument égaux en droit. Le combat suivant, du coup, c'est le combat de l'antispécisme, de l'animalisme, c'est reconnaître que, quelles que soient les espèces, chacune a une valeur sacrée et qu'il faut arrêter de massacrer, comme on le fait, les animaux qui nous entourent. Mais alors concrètement, dans nos vies quotidiennes, qu'est-ce que ça impliquerait? Comment ça fonctionnerait? Une société animaliste. Une société purement animaliste, comme je disais au début de l'émission, j'aime pas les dogmes, donc évidemment les gens ont toujours mangé des animaux, donc c'est pas la question. La question est une question d'échelle aujourd'hui. On tue 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins chaque année sur la planète, ce qui n'y a jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Un tel niveau de massacre, en fait, à l'échelle globale. Et de croire que ce modèle-là, on va pouvoir le continuer pendant longtemps, est une illusion totale. Donc déjà, je pense qu'on pourrait partir tous de ce constat-là. Chaque personne, même qui adore la viande, quand elle commence à regarder la façon dont sont traités les animaux dans notre société, elle ne peut qu'être choquée. J'imagine que vous connaissez les vidéos de L214. À chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, la plupart des gens qui la voient sont choqués. Donc à un moment, il faut juste que collectivement on se pose la question de savoir si, quand on peut s'en passer des protéines animales, est-ce que l'on doit continuer à en manger autant et à manger notamment matin, midi et soir de la viande comme on le fait, surtout de la viande de mauvaise qualité qui vient d'abattoirs, d'animaux qui ont été élevés dans des conditions atroces et dantesques, qui auront donc eu une longue vie de souffrance. Et pour nous-mêmes, le fait d'ingurgiter toute cette souffrance, enfin, sans vouloir commencer à rentrer dans des considérations un peu plus spirituelles, je pense que c'est pas bon pour la santé de manger un animal qui a souffert. Donc vous vous considérez comme une personne qui est flexitarien, végétarien, voire vegan? Je suis végétarien et je comprends les véganes. Moi-même, ça m'a pas posé de problème d'arrêter la viande, mais je mange du fromage de temps en temps, donc je ne vais pas dire que je suis vegan pur. Mais je pense que les végétariens et les véganes sont dans la bonne voie et qu'ils ont raison. Mais moi, j'ai vraiment décidé, en 2013, d'arrêter de la viande. Manger de la viande. Et comme je mange encore de temps en temps des œufs et du fromage, je ne suis pas végane, mais je comprends parfaitement également les véganes. Mais après, il ne faut pas non plus que ça devienne une sorte de totem et que ça nous définisse complètement. Là, je reviens au début de l'émission où on parlait des dogmes. Il y a aussi tendance à... Je ne veux pas non plus rentrer dans le sectarisme. Et surtout, j'aime pas faire la leçon aux gens en permanence. J'aime pas dire aux gens qui, eux, continuent de manger de la viande et qui n'ont pas encore pris conscience de cette problématique, ou qui ont pris conscience mais qui assument quand même. J'ai pas envie de leur faire la leçon, en fait. D'autant plus que c'est pas parce qu'on est vegan qu'on a forcément une très grande conscience écologique. Non. Alors là, il y a une distinction importante à faire entre l'éthique environnementale et l'éthique animaliste, en fait.
Et moi, je suis pour évidemment rapprocher les deux parce que il faut absolument aujourd'hui rassembler tous les écologistes et tous les gens qui pensent qu'il y a urgence à devoir sauver la planète et qu'on n'a plus le temps, étant donné l'état global de la nature autour de nous et de nous-mêmes d'ailleurs, on le voit avec la pandémie, on n'a plus le temps de se battre en querelle de chapelle. Et du coup, c'est vrai que pour les véganes dont l'éthique animale est très importante, c'est-à-dire la façon dont on se comporte avec les animaux, et la priorité des priorités, alors que pour les environnementalistes, donc pour qui l'éthique environnementale est importante et par exemple le changement climatique va être la priorité des priorités, eh bien il faut qu'on arrive à trouver une façon à ce que ces gens s'entendent entre eux parce que à les opposer les uns aux autres comme ça se passe actuellement, on va pas réussir à changer suffisamment rapidement les choses. Donc moi je m'engage en essayant de rassembler toujours les antispécistes et les gens pour qui la question animale est la priorité avec ceux pour qui c'est le changement climatique et les questions environnementales qui sont les priorités. Je ne pense pas que ça s'oppose, mais au contraire, ça doit se compléter pour nourrir une pensée écologiste qui soit holistique et qui prenne en compte à la fois la crise de la biodiversité et la crise climatique. D'accord, merci beaucoup. Que pouvez-vous nous dire sur le délit d'écocide ? Alors l'écocide, en fait, c'est un nouveau terme qui progresse enfin, qui a commencé à émerger également dans les années 70, mais qui aujourd'hui progresse notamment en France avec des juristes internationaux comme Valérie Cabanès par exemple, et qui est le fait de reconnaître le crime environnemental. C'est-à-dire par exemple des multinationales comme disons Total, sans vouloir le citer, provoquent une marée noire, et il faudrait que ces entreprises puissent être poursuivies pour ce qu'on doit qualifier de crime d'écocide, c'est-à-dire de crime contre la nature. Aujourd'hui, le crime contre la nature n'existe pas puisque la nature en tant que telle n'est pas considérée comme une entité juridique à part entière. On chosifie encore la nature. On la considère juste comme étant une sorte de matière première à libre disposition de l'être humain. En ce moment, Jair Bolsonaro au Brésil est en train de détruire totalement l'Amazonie. C'est l'équivalent presque de la surface de la France qui disparaît année après année. Et en dessous, en plus, tous les scientifiques sérieux qui travaillent sur les pandémies notamment nous alertent que le Covid-19 c'est peut-être rien, que de futures pandémies vont émerger dans tous ces endroits-là, notamment quand on détruit les arbres de la forêt amazonienne. Vous voyez, c'est autant de virus potentiels qui menacent l'humanité qu'on relâche en fait. Donc par rapport à la façon dont on traite la nature, le crime d'écocide, ce serait reconnaître la responsabilité pénale de celui, que ce soit un individu, un être humain ou que ce soit une entreprise qui détruit l'environnement et pouvoir être puni en soi pour ça. Oui, tout à l'heure, Aneta parlait de délit d'écocide, vous dites crime, on est d'accord crime. Que c'est pas la même chose, oui. Non, parce que en fait, le gouvernement actuel, encore un recul, dans la Convention citoyenne sur le climat, ils ont voulu mettre la reconnaissance du crime d'écocide dans leurs 150 propositions. Ils y tenaient énormément parce que tous ces gens qui ont été tirés au sort, une fois qu'ils ont commencé à se renseigner sur toutes ces questions, ils n'ont pas été manipulés par les écologistes. C'est eux-mêmes, en commençant à étudier sérieusement toutes les questions environnementales, qui se sont aperçus en effet de l'urgence et qui donc se sont aperçus également de ce que disaient pas mal de juristes depuis un bon moment, dont Valérie Cabanès dont je parlais, que l'écocide est nécessaire dans le corpus juridique actuel pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc ils ont proposé la reconnaissance du crime d'écocide, ce sur quoi le gouvernement a dit « Ah non, crime, attention, ça peut entraver la bonne marche des affaires, nos multinationales à l'étranger, comme Total justement, oh là là, attention, c'est beaucoup trop radical ». Alors que détruire la nature, c'est pas considéré comme étant radical. Donc, ils ont proposé le terme délit avant de ne plus rien proposer du tout. Mais non, l'écocide comme le génocide, ce sont des termes forts qui ont été aussi choisis pour souligner la gravité de l'acte. Donc je pense qu'il faut parler de crime d'écocide. L'écocide doit être reconnu comme un crime et donc doit être puni en tant que tel. D'accord, très bien. Ça répond à ma question. Eh bien, on va profiter du calme retrouvé. Nous n'avons plus d'enfants réfractaires en arrière-plan pour écouter Georges Brassens, Mourir pour des idées. Vous écoutez bien Human, nous sommes toujours avec Benjamin Joyeux et Aneta. Nous allons maintenant aborder le sujet Jai Jagat.
Vous êtes coordinateur de la marche Jai Jagat 2020. En quoi consiste cette marche finalement et quel a été votre rôle ? Alors, en quoi consistait cette marche, puisqu'on est en 2021 maintenant et qu'elle s'appelait Jai Jagat 2020 ? En fait, c'est ce dont j'ai parlé au début de mon engagement écologiste après mon voyage de fin d'études en Inde. Là-bas, j'ai découvert donc une ONG qui défend les petits paysans sans terre indiens qui s'appelle Ekta Parishad. Ekta Parishad, c'est un terme hindi qui signifie Forum de l'unité. C'est une organisation basée sur une dizaine d'États indiens qui défend grosso modo entre 2 et 3 millions de petits paysans sans terre. Et c'est une organisation qui s'inscrit dans l'héritage du Mahatma Gandhi, donc de la pensée non violente et pour un autre développement du Mahatma Gandhi, et qui s'est fait connaître à l'échelle internationale ces dernières années en organisant des grandes marches, des marches pour les droits des petits paysans. Elle en a fait particulièrement 2 qui ont été connues à l'échelle indienne puis à l'échelle internationale en 2007 et en 2012. Des marches qui partaient des campagnes indiennes, plutôt du centre de l'Inde, dans l'état du Madhya Pradesh. Pour vous donner une idée, le Madhya Pradesh, ça fait 1,5 fois la taille de la France. C'est un état central dans lequel il y a très peu de touristes, dans lequel la capitale est Bhopal et dans lequel il y a des millions de petits paysans sans terre et notamment ce qu'on appelle les adivasis, qui sont des gens qui ne sont même pas dans le système des castes, qui sont hors caste, qui vivaient depuis 3000 ans dans les forêts et qui, avec le processus de développement actuel en Inde, se sont retrouvés complètement marginalisés, exclus en fait. Et c'est tous ces gens-là que défend Ekta Parishad. Et pour marquer l'imagination, Ekta Parishad organisait des grandes marches de tous ces gens qui allaient direction Delhi, la capitale indienne, pour interpeller les pouvoirs publics sur les droits de tous ces petits paysans. Et donc ils ont fait 2 marches, une en 2007 et une en 2012. Ils ont obtenu un certain nombre de promesses sur le droit à la terre pour toutes ces populations. Puis en 2014 est arrivé un gouvernement nationaliste hindou très à droite, pour ne pas dire d'extrême droite, avec Narendra Modi comme Premier ministre, qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui et qui ont remis en cause un certain nombre de promesses qui avaient été faites à toutes ces populations. Donc, face à cette situation politique catastrophique pour tous ces petits paysans, Ekta Parishad, et notamment son leader qui s'appelle Raja Gopal, ont décidé de lancer une marche, cette fois à l'échelle internationale. Une marche qui partirait de Delhi pour aller jusqu'à Genève, en Suisse, pas loin d'ici, pendant 1 an, qui ferait marcher plusieurs dizaines de personnes, rejointes tout au long du parcours par d'autres communautés marginalisées, pour venir interpeller les Nations Unies sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable, que cette mise en œuvre soit faite avec les populations les plus marginalisées, donc ces petits paysans indiens. Les objectifs de développement durable, pour ceux qui ne le savent pas, ont été votés par l'ensemble des États de la planète le 25 septembre 2015 et sont des objectifs qui engagent tous les États de la planète. Il y en a 17 et ils sont censés être mis en œuvre d'ici à 2030, donc pour ne pas dire demain. Et le premier de ces objectifs, c'est éradiquer la pauvreté. L'éradication de la pauvreté, pas la diminution, l'éradication. Les mots ont un sens. Ça veut dire que normalement, si on suit ce plan des Nations Unies qui a été signé par l'ensemble des États de la planète, en 2030, il ne devrait plus y avoir de pauvres sur cette planète. On est plutôt mal parti, autant vous dire, surtout avec la Covid-19 et toutes les mesures sanitaires qui ont été prises, on observe, les Nations Unies n'arrêtent pas de nous interpeller là-dessus, une explosion de la pauvreté, notamment en Inde en ce moment, c'est absolument apocalyptique ce qui se passe. Donc voilà, cette marche, elle était faite pour interpeller en fait la communauté internationale sur tous ces sujets-là. C'est une marche aussi pour frapper l'imagination, parce que voilà, faire à pied la moitié de la planète, Delhi-Genève, ça fait l'itinéraire en gros faisait à peu près 6900 km, si je ne me trompe pas. Ils sont partis le 2 octobre 2019, le jour anniversaire du Mahatma Gandhi, donc aussi une date importante. De sa naissance ? Oui, le jour anniversaire de sa naissance. C'était le 150e anniversaire de la naissance de Gandhi, le 2 octobre 2019. Et malheureusement, ils ont dû s'arrêter en mars, alors qu'ils étaient en Arménie, à cause du Covid-19. Et donc après, tout le monde est rentré chez lui. Et moi, avec toute une équipe, on avait prévu à Genève pour leur arrivée une semaine de grandes fêtes, de débats autour bien sûr des objectifs de développement durable, mais autour de la crise climatique, autour du changement de modèle économique, autour de plein de choses, autour de la non-violence bien sûr. Et tout ça n'a pas pu avoir lieu, mais on a quand même pu accueillir en septembre 2020 du coup, on a accueilli quelques petites marches qui venaient de France et de Suisse notamment. On a même des marcheurs qui sont venus quand même depuis l'ouest de la France, depuis Guérande
Donc là aussi, ça faisait quand même une belle trotte, plus de 900 km jusqu'à Genève. En plus, Guérande, c'est la ville du sel, et donc comme c'est aussi des gens qui aiment beaucoup le Mahatma Gandhi, la marche du sel à l'envers, c'est assez drôle. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est la marche du sel pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas? Alors, la marche du sel, c'est en 1930. Gandhi a organisé, en fait, c'était le lancement de la campagne Quit India, qui était une campagne pour dire au peuple indien qu'il était temps d'arrêter de collaborer avec l'Empire britannique pour récupérer la souveraineté sur leur pays. Donc Gandhi a organisé une marche jusqu'à l'océan, a pris une poignée de sel dans l'océan. C'était une des premières communications, en fait c'était une des premières campagnes de communication à l'échelle globale. Il y avait des journalistes de toute la planète qui étaient là, notamment des journalistes britanniques, américains. Première campagne à l'échelle globale, c'est ça? Oui. Et donc il a pris une poignée de sel de mer et il a dit « ce sel appartient à tous les Indiens ». Donc il faut arrêter de payer un impôt sur ce sel aux Britanniques alors que ce sel nous appartient. Parce qu'en fait, à l'époque, les Britanniques prélevaient des impôts sur à peu près tous les produits auprès des Indiens, et notamment le produit sur le sel, alors qu'il appartenait au peuple indien. Donc voilà, il a lancé cette campagne-là, et c'est devenu la marche du sel. Et c'est vraiment ce qu'a lancé le mouvement de désobéissance civile du peuple indien, et qui aboutira à l'indépendance de l'Inde une fois passée la Seconde Guerre mondiale. En 1947. Et donc c'est en référence à ça que certains marcheurs sont partis de Guérande l'année dernière. Exactement. D'accord. J'avais pensé à un truc que je l'ai oublié. Aneta, est-ce que tu as d'autres questions? Étant donné le contexte sanitaire, cette marche donc va recommencer l'année prochaine, possiblement? Alors en fait, maintenant que Jai Jagat est devenu une sorte de réseau international avec des gens un peu partout. On a notamment des gens en Amérique latine, on a des gens en Asie, un peu dans la plupart des pays. C'est quelques dizaines de personnes un peu partout, mais des gens quand même très motivés, qui sont très motivés sur la question de la non-violence et sur la question de la mise en œuvre des objectifs de développement durable selon cette méthode gandhienne non-violente. On s'est dit qu'on allait continuer et qu'on s'est projeté jusqu'en 2030 en fait, pour se laisser la possibilité d'organiser encore une grande marche, et en attendant chaque année essayer de faire des petites marches chacun là où il est, pour continuer à parler de tout ce qui a lancé cette idée de Jai Jagat au départ. Donc en gros maintenant c'est une sorte de réseau international qui va essayer de continuer à promouvoir toutes ces idées-là en se projetant jusqu'en 2030, qui est censé être l'année de mise en œuvre et d'aboutissement des objectifs de développement durable. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jai Jagat? Jai Jagat, c'est une expression hindi qui veut dire la victoire du monde, au sens victoire du monde, de tout le monde. D'accord. Et est-ce que ça serait à mettre en parallèle avec les sittings qu'ont fait ou que font encore d'ailleurs les agriculteurs en Inde actuellement? Alors, oui, parce que évidemment, les agriculteurs qui se sont manifestés en Inde l'ont fait tout d'abord par rapport à 3 nouvelles lois qui ont été passées par le gouvernement de Narendra Modi en septembre dernier, qui sont des lois qui libéralisent le secteur agricole. Jusqu'à présent, il y avait des lois qui encadraient très strictement, notamment les produits agricoles, la façon dont on pouvait les vendre et la façon dont les agriculteurs se rémunéraient, qui garantissaient au moins des prix minimums. Là, l'idée est d'absolument tout libéraliser pour laisser le champ libre aux grands acteurs, et notamment à des multinationales. Et il y a des firmes, dont celle qui s'appelle Reliance, qui est dirigée par les frères Ambani, qui sont très proches de Narendra Modi, qui ont beaucoup investi dans le développement des grandes surfaces de type Carrefour, mais en Inde, qui rêveraient de pouvoir s'implanter, donc d'accéder à ce marché gigantesque. Vous imaginez 1,3 milliard d'habitants, c'est un marché gigantesque, de pouvoir monopoliser ce marché en lançant une marque et des grands groupes, sauf que ça détruirait la vie de centaines de millions de petits paysans qui travaillent encore à la main et qui vendent sur les petits marchés locaux leurs produits. Donc oui, donc d'une certaine façon, ça rejoint Jai Jagat, cette grève des paysans, parce qu'ils viennent mettre en cause un modèle qu'on a vu s'étendre à l'échelle de la planète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui est le modèle de l'agriculture productiviste, de l'agro-industrie même, qui est un modèle unique où on produit toujours plus de nourriture, de moins en moins de bonne qualité,
avec des groupes de plus en plus importants pour la vendre partout sur la planète, au lieu d'essayer de développer l'agropastoralisme, l'agroécologie, de soutenir les petits paysans. Et, sauf que ce modèle, on le voit, le modèle qui est promu actuellement, encore même dans nos pays, ne peut pas marcher sur le long terme, parce que c'est des millions, voire des milliards de gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi si on développe ce modèle. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là ? En Inde actuellement, il y a plein de petits paysans, ils se retrouvent à plus pouvoir vivre de la terre, alors ils vont essayer de gagner leur pitance dans les grandes villes comme Delhi, Bombay ou Calcutta, ils viennent grossir les bidonvilles et on entre dans un schéma qui est apocalyptique pour toute une population. Et là, avec le Covid, ils se sont retrouvés du jour au lendemain coincés à même plus pouvoir rentrer dans leur village, et on s'est retrouvés avec des centaines de milliers de personnes qui étaient dehors, qui n'avaient même plus de quoi se nourrir et qui criaient à l'aide en disant qu'ils allaient mourir de faim. Ils n'allaient pas mourir à cause du Covid, ils allaient mourir de faim. Donc en fait, ce modèle ne marche pas. Ce modèle qui a été développé aux États-Unis, en Europe, que malheureusement notre politique agricole commune continue de promouvoir, c'est un modèle qui ne marche pas, et en plus c'est un modèle dont les consommateurs ont de plus en plus marre. Voilà, les chiffres du bio et de la demande de bons produits locaux ont une croissance à 2 chiffres. Là, je vais parler comme un bon capitaliste. Le bio n'arrête pas de croître, donc il y a la demande, donc ça serait bien que l'offre correspondante soit là. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on développe un autre modèle agricole, et ces paysans indiens, même si forcément ils ne sont pas tous d'accord avec le modèle prôné par Gandhi de petits villages autosuffisants, parce que beaucoup d'entre eux rêvent quand même encore d'avoir des tracteurs, d'avoir des moissonneuses-batteuses, d'avoir des machines, d'avoir des drones pour pouvoir... Mais au final, ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir vivre de leur métier. Et je pense qu'il faut en revenir à la base, en fait, de pouvoir vivre dignement de son métier. Et donc, pour pouvoir vivre dignement de son métier dans un pays comme l'Inde, on ne peut pas promouvoir un modèle agro-industriel. C'est très clair. Merci beaucoup. Eh bien, pour conclure, je voulais savoir quels étaient, vous y avez partiellement répondu tout au long de l'interview, mais d'après vous, quels sont les grands enjeux écologiques pour les années à venir ? À l'échelle... Alors on peut faire à l'échelle locale, européenne et mondiale. L'enjeu quand même, on parle beaucoup du changement climatique, donc là je crois que les gens s'en sont aperçus, ça commence à rentrer dans les têtes. On a un problème, notre modèle à l'échelle planétaire a déréglé le climat. Et ça, au niveau de l'imaginaire, on est en train de gagner sur ce sujet-là. Aujourd'hui, à part Trump, quand il était à la Maison-Blanche, et quelques fous qui l'entourent, les climato-sceptiques n'ont plus le vent en poupe. Par contre, la crise de la biodiversité, là, elle n'est pas encore suffisamment rentrée dans la tête. Et je pense que du coup, si le combat climatique a quand même bien avancé, celui de la biodiversité qui est tout aussi essentiel pour la survie de notre espèce, parce que la Terre, elle va nous survivre, mais l'espèce humaine en tant que telle, si on continue, on peut très bien disparaître. Ça, il faut que les gens en aient conscience. Donc oui, c'est la biodiversité qui va être le gros enjeu, parce qu'on est dans une 6e extinction des espèces qui n'arrête pas de s'accélérer. Pour vous donner un seul exemple, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Seaspiracy là, qui cartonne en ce moment sur Netflix. J'avoue que je n'ai pas eu le courage. Mais voilà, quand on le voit, après on décide d'arrêter le poisson normalement. Oui, enfin, à moins d'être totalement insensible. Après avoir vu ça, vous dites non mais c'est pas possible. Voilà, s'il n'y a plus de poissons dans les océans en 2045, c'est demain. Il faut vraiment sérieusement se poser cette question. Donc le gros enjeu au niveau de l'écologie qui vient, c'est celui de la prise de conscience à l'échelle planétaire de la crise de la biodiversité et de son importance, tout aussi fondamentale que le changement climatique. Parce que même avec 2 degrés de plus, on peut quand même survivre dans de mauvaises conditions, mais on pourra toujours survivre. Mais par contre, si on regarde la chaîne alimentaire et qu'on s'aperçoit que les espèces principales de cette chaîne ont disparu, l'humanité disparaîtra. Et ça, je crois que les gens n'en ont absolument pas conscience. Aujourd'hui, le fait de montrer du doigt les véganes en les comparant à des terroristes, alors que jusqu'à preuve du contraire, je crois que les véganes en France ont tué personne. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais pour l'instant, j'ai pas vu d'attentat végane. J'ai vu des boucheries qui peuvent être saccagées, ce qui n'est pas très intelligent de leur part, parce que, enfin, moi, en tant que bon gandhien, je rejette la violence sous toutes ses formes, mais quand même, des fois, on les présente comme des mouvements terroristes, et jusqu'à preuve du contraire, un vegan radicalisé, j'ai pas lu dans le journal qu'un vegan radicalisé était monté dans un bus et avait foncé dans une manifestation de bouchers pour en tuer 150. Or,
alors des fois c'est présenté dans les médias comme si le gros danger actuellement c'était la radicalisation végane. Bien sûr. Donc c'est assez drôle. Et en revanche, on a quand même quelques accidents de chasse comptabilisés chaque année. Exactement, j'allais dire ça ensuite, mais vous l'avez dit avant moi, tant mieux. Merci beaucoup Benjamin Joyeux, merci à tous, merci Aneta. Merci. On se retrouve dans 15 jours pour un autre Human. On se quitte en écoutant Anushka Shankar, Lassia. Au revoir. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.